Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Avant d'aborder la physiologie rénale en tant que telle, nous allons dans un premier temps examiner la composition et la distribution des divers liquides corporels que le rein manipule à longueur de journée. Parmi ceux-ci se trouve le fameux milieu intérieur décrit par Claude Bernard. Ce physiologiste français du XIXe siècle a été le premier à formuler le concept d'homéostasie. Et dans son ouvrage intitulé « Introduction à la médecine expérimentale », il propose que la fixité du milieu intérieur est la condition d'une vie libre et indépendante. Autrement dit, elle permet à l'organisme de ne pas être affecté par les variations des conditions extérieures. Le milieu intérieur d'un organisme multicellulaire comme le nôtre correspond essentiellement au liquide extracellulaire dans lequel baignent nos cellules et il est séparé du milieu extérieur par le tissu cutané. La survie et le fonctionnement de nos cellules sont liés à la stabilité de cet environnement interne dont les conditions physico-chimiques sont maintenues les plus stables possibles par le rôle fondamental des reins. Avant d'examiner la composition des différents compartiments liquidiens de l'organisme, voici quelques rappels concernant les différentes mesures utilisées pour les concentrations des solutés, suivies de notions sur l'osmolarité des liquides corporels. En général, les concentrations des solutés sont exprimées en molarité, c'est-à-dire en nombre de moles de soluté dissous par litre de solution. La concentration molaire tient alors compte du poids moléculaire du soluté. Dans les liquides biologiques, la concentration des solutés est plutôt exprimée en osmolarité. Cette dernière tient compte du nombre de particules dissoutes plutôt que du nombre de molécules, et le déplacement osmotique de l'eau se fera en réponse à l'osmolarité plutôt qu'à la molarité d'une solution. Bien que toutes les particules dissoutes contribuent à l'activité osmotique d'un liquide, les électrolytes ont un pouvoir osmotique plus puissant que les non-électrolytes, car chaque molécule d'électrolyte se dissocie en au moins 2 ions. Par exemple, une molécule de chlorure de sodium produit 2 fois plus de particules solubles qu'une molécule de glucose qui ne se dissocie pas. Et une molécule de chlorure de calcium en produira 3 fois plus. L'osmolarité représente donc le nombre d'osmoles, c'est-à-dire de particules à activité osmotique par litre de solution. Quant à l'osmolalité, elle représente la concentration en osmoles par kilogramme de solvant. Les concentrations en électrolytes des liquides corporels sont aussi parfois exprimées en milli-équivalents par litre. Cette mesure prend en compte le nombre total de charges électriques d'une solution. Comme nous le verrons dans un moment, l'eau est le principal composant de notre organisme. Les liquides corporels sont donc des solutions très diluées et leur concentration s'exprime en millimoles, milli-équivalents ou milliosmoles par litre. Une petite précision concernant l'osmolarité et l'osmolalité des liquides corporels. L'osmolarité représente le nombre d'osmoles par litre de solution, alors que l'osmolalité est le nombre d'osmoles par kilogramme de solvant. L'osmolarité est influencée par le volume des solutés et par la température de la solution, alors que l'osmolalité ne l'est pas. La température des liquides corporels varie peu, et les substances osmotiquement actives y sont dissoutes dans de l'eau. Comme la densité de celle-ci est égale à 1, l'osmolalité et l'osmolarité des liquides corporels sont presque identiques. Pour les cours de physiologie rénale, nous utiliserons les concentrations osmolaires, plus précisément milliosmolaires, et elles seront donc exprimées en milliosmoles par litre d'eau. Si on compare entre elles les osmolarités de 2 solutions, elles sont dites iso-osmotiques lorsqu'elles ont la même osmolarité. Si une des 2 solutions contient une quantité plus importante d'osmoles, elle est dite hyperosmotique par rapport à l'autre, et si elle en contient moins, elle est alors hypoosmotique. Quant à la tonicité, elle décrit l'effet d'une solution sur le volume cellulaire. Lorsqu'une cellule est placée dans une solution qui la fait gonfler, c'est que de l'eau entre dans la cellule et la solution est dite hypotonique par rapport à la cellule. Elle est isotonique si le volume cellulaire ne change pas et hypertonique si elle fait sortir l'eau de la cellule qui se met alors à rétrécir. Attention à ne pas confondre osmolarité et tonicité.
L'osmolarité est mesurable. Elle représente le nombre de particules à activité osmotique par litre d'eau. La tonicité ne se mesure pas mais s'observe. L'osmolarité de deux solutions peut être comparée, alors que la tonicité compare toujours une solution avec son effet sur une cellule. Nos liquides corporels sont essentiellement des solutions aqueuses contenant de l'eau et des solutés dissociés ou non. Ces solutions sont présentes dans des compartiments de dimensions variables qui échangent les uns avec les autres à travers des membranes lipidiques. Le milieu intérieur, autrement dit le liquide extracellulaire, est séparé du liquide intracellulaire par la membrane cellulaire et il est lui-même composé de deux grands compartiments, le plasma et le liquide interstitiel séparés eux-mêmes par la paroi capillaire. La lymphe est comprise dans le compartiment interstitiel où elle joue un rôle important, comme nous le verrons par la suite. Il y a en fait très peu d'eau libre dans l'espace interstitiel entre les cellules. Dans cet espace, le liquide est associé à du tissu conjonctif et à des filaments de protéoglycanes, ce qui forme une sorte de gel qui l'empêche de se déplacer sous l'effet de la gravité. Le rôle des reins dans la stabilité du milieu extracellulaire est primordial, car de celle-ci dépend la stabilité du volume et de la composition du liquide intracellulaire, toutes deux essentielles au fonctionnement de la cellule. Pour ce faire, les reins vont donc maintenir le volume et la composition du liquide extracellulaire à l'intérieur de limites physiologiques très étroites. L'importance de cette régulation est évidente lorsqu'on voit qu'une diminution de la natrémie, c'est-à-dire de la concentration plasmatique de sodium, en dessous de 120 milliosmoles par litre par exemple, va entraîner une entrée d'eau par osmose dans les cellules. Ceci peut avoir des conséquences au niveau cérébral puisque les neurones sont enfermés dans la boîte crânienne incompressible. Les symptômes peuvent aller de la douleur à la confusion mentale, au coma et à la mort. De même, si la kaliémie, c'est-à-dire la concentration plasmatique de potassium, augmente au-dessus de 5 milliosmoles par litre, le rapport entre la concentration externe et interne en potassium, qui est habituellement de l'ordre de 30, est diminué et le potentiel membranaire devient moins négatif. Cette dépolarisation modifie l'excitabilité des cellules nerveuses et surtout celle des cellules cardiaques, avec un risque de troubles du rythme très grave. Nous allons maintenant aborder la composition des liquides corporels en commençant par la substance la plus abondante, l'eau, qui est le principal solvant dans tous les liquides corporels. Ainsi, chez un jeune adulte en bonne santé, elle représente plus de la moitié de la masse corporelle. La quantité totale d'eau corporelle varie toutefois d'un individu à l'autre. Elle varie non seulement en fonction de la masse et de l'âge, mais aussi du sexe et de la proportion de graisse corporelle. À cause de leur faible masse graisseuse et osseuse, les nourrissons sont composés de plus de 70% d'eau, comme le montre la qualité veloutée de leur peau. Après l'enfance, la quantité d'eau corporelle diminue tout au long de la vie pour atteindre 45% du poids corporel chez la personne âgée. Un homme jeune et en bonne santé est composé à 60% d'eau et une jeune femme de 50%. Ceci est dû au fait que le corps de la femme contient plus de tissus graisseux et moins de muscles que celui de l'homme. De tous les tissus corporels, le tissu adipeux est celui qui est le moins hydraté. Il contient au maximum 20% d'eau, et en fait même l'os contient plus d'eau que la graisse. En revanche, le muscle contient environ 65% d'eau. Les personnes avec une masse musculaire élevée ont donc proportionnellement plus d'eau corporelle. L'eau corporelle se répartit essentiellement dans deux grands compartiments liquidiens. Les 2/3 occupent le compartiment intracellulaire, lui-même composé de millions de petits compartiments, les cellules. Chez un homme adulte de 70 kg, la référence en physiologie, le liquide intracellulaire représente environ 28 litres d'eau sur un total de 42. Le tiers restant se situe à l'extérieur des cellules. Ce liquide extracellulaire, de 14 litres au total, représente l'environnement de chacune de nos cellules, le milieu intérieur du Claude Bernard. On peut le diviser en deux sous-compartiments. Le plasma, c'est-à-dire la fraction liquidienne du sang, d'un volume d'environ 3 litres, et le liquide interstitiel de l'espace intercellulaire, qui est d'environ 11 litres. Notons toutefois que sont en général inclus dans le compartiment interstitiel
d'autres liquides extracellulaires comme la lymphe, le liquide cérébrospinal, l'humeur aqueuse de l'œil, les sécrétions gastro-intestinales, etc. On ne peut pas bien sûr mesurer directement le volume de chacun de ces compartiments liquidiens. Il est toutefois possible de les estimer indirectement en mesurant la dilution d'une quantité connue d'un marqueur qui se distribue uniformément, uniquement et entièrement dans le compartiment que l'on veut mesurer. Le volume de distribution du marqueur dans le compartiment, donc le volume du compartiment lui-même, est égal au rapport de la quantité de marqueur qui a été administrée sur la concentration de marqueur mesurée une fois l'équilibre atteint. Le marqueur idéal pour ce genre de technique doit posséder les propriétés suivantes. Il doit se distribuer de façon homogène dans tout le compartiment, il ne doit pas passer dans un autre compartiment, il ne doit pas être synthétisé ou métabolisé par l'organisme, et finalement il ne doit pas présenter de toxicité. Peu de substances répondent à ces critères et la plupart tendent à surestimer ou à sous-estimer le volume des compartiments liquidiens. 3 compartiments liquidiens peuvent être mesurés à l'aide de divers marqueurs isotopiques ou non. Il s'agit de l'eau corporelle totale, du liquide extracellulaire et du liquide plasmatique. Le volume du liquide intracellulaire et du liquide interstitiel ne peuvent pas être mesurés et devront donc être estimés tels qu'indiqués dans le tableau. Des marqueurs de faible poids moléculaire pouvant franchir la membrane cellulaire, comme l'urée et l'éthanol, vont se distribuer dans tous les compartiments liquidiens et donc permettre de mesurer le volume d'eau corporelle totale. Il existe aussi des marqueurs isotopiques, comme l'eau tritiée dans laquelle tout ou partie des atomes d'hydrogène a été remplacé par du tritium. De faibles concentrations d'eau tritiée peuvent être employées pour mesurer le volume d'eau totale. Elle se comporte comme l'eau normale et se répartit relativement rapidement dans tous les compartiments corporels. Des marqueurs pouvant franchir la paroi vasculaire, mais trop gros pour traverser la membrane cellulaire, comme le mannitol et l'inuline, ou encore isotopiques, comme le sodium 24 ou le chlore 36, vont servir à estimer le volume du liquide extracellulaire. Et finalement, des marqueurs de poids moléculaire élevés, qui restent dans l'espace vasculaire et ne rentrent pas dans les globules rouges, comme le bleu Evans, qui se fixe à l'albumine plasmatique, ou encore l'albumine marquée à l'iode 125 ou 131, servent à mesurer le volume du liquide plasmatique. Lorsque l'on connaît le volume plasmatique, il est possible de calculer le volume sanguin total à partir de l'hématocrite, puisque ce dernier nous donne la proportion de sang occupée par les hématies. La fraction des globules rouges par rapport au sang total est obtenue après centrifugation et sa valeur moyenne est comprise entre 35 et 45% chez l'homme. On calcule ensuite le volume sanguin total en divisant le volume plasmatique par 1 moins l'hématocrite. Pour ceux qui le souhaitent, essayez maintenant de calculer à partir des informations suivantes les volumes plasmatiques et sanguins de ce patient. Pour voir la réponse, passez à la diapositive suivante. Voici la réponse, et si vous vous reportez aux valeurs fournies à la diapositive 12, vous voyez que les volumes plasmatiques et sanguins obtenus sont tout à fait compatibles avec l'âge et le poids corporel de M. L. En ce qui concerne les solutés, c'est-à-dire les particules dissoutes retrouvées dans les liquides corporels, la plupart sont dissociés en ions chargés électriquement que l'on appelle électrolytes. Les cations, chargés positivement, comprennent le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium et les protons ou ions hydrogène. Les anions chargés négativement incluent le chlore, le bicarbonate, les anions organiques, les phosphates, les sulfates et les protéines qui ont plusieurs charges négatives par molécule. Les solutés non électrolytes ont des liaisons, en général covalentes, qui les empêchent de se dissocier lorsqu'en solution et donc de générer des particules chargées électriquement. C'est le cas de molécules organiques comme le glucose, les lipides, la créatinine, un produit du métabolisme musculaire, et l'urée, formée dans le foie lors de la dégradation des acides aminés. Malgré l'importance physiologique de certaines de ces substances comme le glucose, certains acides aminés et l'urée, ces particules ne constituent qu'une toute petite fraction des particules dissoutes à activité osmotique.
À cause de la très grande perméabilité de la paroi capillaire qui sépare ces deux compartiments, la composition ionique du plasma et du liquide interstitiel est presque identique. Leur principal cation est le sodium, accompagné d'anions, surtout du chlore et des bicarbonates. Toutefois, malgré la forte perméabilité de la paroi capillaire, le plasma contient un peu moins de chlore et de bicarbonate et un peu plus de sodium que le liquide interstitiel. Ceci est dû à la concentration plasmatique plus élevée en protéines, car la paroi capillaire n'est pas perméable à ces dernières. Le liquide interstitiel n'en contient pas, alors que leur concentration dans le plasma est d'environ 1 à 2 milliosmoles par litre. D'après l'équilibre de Gibbs-Donan, les protéines plasmatiques chargées négativement attirent les ions positifs et repoussent les ions négatifs. La distribution passive de ces ions est donc modifiée pour permettre de maintenir l'électroneutralité des deux compartiments. Ceci explique que la quantité des cations est légèrement supérieure dans le plasma, alors que celle des anions diffusés comme le chlore et les bicarbonates est légèrement inférieure. Une autre conséquence de cet équilibre est qu'il y a plus de particules osmotiquement actives dans le plasma et que son osmolarité est légèrement plus élevée que celle du liquide interstitiel, de 1 à 2 milliosmoles par litre. Cette force va retenir l'eau dans le plasma et la pression osmotique générée, également appelée pression oncotique ou pression colloïdo-osmotique, est d'environ 25 mm de mercure. L'osmolarité du plasma et du liquide interstitiel est normalement voisine de 290 milliosmoles par litre. Selon le principe de l'électroneutralité des liquides biologiques, dans le liquide extracellulaire, la quantité d'anions est égale à la quantité de cations. Comme le sodium est le principal cation du liquide extracellulaire, environ 140 millimoles par litre, soit 95% des cations, avec les anions qui s'y associent pour maintenir l'électroneutralité, il génère près de la totalité de l'osmolarité du liquide extracellulaire. Comme le plasma et le liquide extracellulaire ont la même composition en soluté, hormis les protéines, on peut en déduire que la natrémie est le principal déterminant de l'osmolarité du liquide extracellulaire. Et on peut estimer rapidement l'osmolarité plasmatique en doublant la valeur de la natrémie. Un calcul plus précis prend en compte la contribution des substances non électrolytes osmotiquement actives, c'est-à-dire le glucose et l'urée. Contrairement au liquide extracellulaire, le liquide intracellulaire ne contient presque pas de sodium et de chlore. Son cation le plus abondant est le potassium et son principal anion est l'ion phosphate, HPO4-2-. Les cellules contiennent aussi du magnésium et surtout des quantités importantes de protéines, environ 3 fois plus que dans le plasma. L'osmolarité du liquide intracellulaire résulte donc en grande partie des sels de potassium. Elle est voisine de celle du liquide extracellulaire à cause de l'équilibre osmotique à travers la membrane cellulaire, mais ici encore, la forte concentration de protéines intracellulaires osmotiquement actives fait que l'osmolarité du liquide intracellulaire est légèrement plus élevée que celle du liquide extracellulaire. Comme dans le plasma, la présence de ces protéines chargées négativement va influencer la distribution des charges entre le liquide intracellulaire et le liquide interstitiel. L'équilibre de Gibbs-Donan assurant le maintien de l'électroneutralité des compartiments, il y a donc plus de particules osmotiquement actives dans les cellules que dans le liquide interstitiel. Sans l'activité de la pompe sodium-potassium ATPase, qui fait sortir plus de particules osmotiquement actives de la cellule qu'elle n'en fait entrer, neutralisant ainsi les effets de l'équilibre Gibbs-Donan, les cellules finiraient par gonfler et par éclater. La pompe sodium-potassium est donc responsable non seulement du maintien du potentiel membranaire des cellules, mais également de la taille et du volume cellulaire. Nous allons maintenant regarder les différents échanges d'eau et de soluté entre les compartiments liquidiens de l'organisme. Les 3 principaux endroits où se produisent ces échanges sont entre le compartiment extracellulaire et intracellulaire, à travers la membrane cellulaire, entre les compartiments plasmatiques et interstitiels du liquide extracellulaire, à travers la paroi capillaire, et finalement entre le compartiment plasmatique et l'environnement extérieur.
Les deux premiers types d'échanges sont impliqués dans l'équilibre interne et le dernier dans l'équilibre externe des substances de l'organisme. En ce qui concerne les échanges d'eau, à l'exception de certaines cellules du tubule rénal, les membranes cellulaires sont très perméables à l'eau, ce qui permet son libre mouvement d'un compartiment à l'autre. Deux forces vont déterminer les mouvements d'eau entre les compartiments liquidiens: l'osmose et la pression hydrostatique générée par le système cardiovasculaire. La bicouche lipidique de la membrane est perméable à la plupart des molécules non polaires et non chargées, telles que l'oxygène, le gaz carbonique et les stéroïdes, mais elle est imperméable aux ions et aux molécules chargées ou polaires, telles que le glucose. Elle est toutefois perméable à l'eau, ce qui est surprenant puisque l'eau est composée de molécules polaires. Même les membranes artificielles, composées uniquement de phospholipides, sont perméables à l'eau. On croit que l'eau traverse la bicouche lipidique de la façon suivante. Les queues d'acides gras, des phospholipides et des glycolipides de la membrane se déplacent de façon aléatoire, ce qui crée momentanément de petits espaces dans le milieu hydrophobe de la membrane. Les molécules d'eau sont assez petites pour se faufiler d'un interstice à l'autre pour traverser ainsi la membrane. Nous voyons à droite sur ce schéma que l'eau peut également traverser les membranes en passant par certains canaux ioniques, si la perméabilité de ceux-ci le permet. Mais le mode de déplacement de l'eau le plus important est celui qui se fait à travers les aquaporines. L'existence de pores à eau a été suspectée depuis longtemps dans la membrane des globules rouges, car la perméabilité de ces cellules est nettement supérieure à celle d'une bicouche lipidique de surface équivalente. Il y a maintenant plus d'une dizaine d'années que l'aquaporine 1 a été mise en évidence et clonée à partir des globules rouges. Cette découverte majeure a été récompensée en 2003 par le prix Nobel de chimie décerné au professeur Peter Agrey. Les aquaporines sont des protéines spécialisées dans le transport de l'eau et actuellement 11 sous-types différents ont été identifiés chez les mammifères. Voici une simulation du fonctionnement d'une aquaporine créée par une équipe de l'Université de l'Illinois. Il est estimé que près d'1 milliard de molécules d'eau, les petites sphères rouges et blanches sur cette animation, passent chaque seconde par le canal formé par une aquaporine. La sphère jaune nous montre le trajet effectué par une seule molécule d'eau. La simulation a révélé que la sélectivité du passage de l'eau est apportée par une rotation de la molécule d'eau à mi-parcours, que vous pourrez voir avec un peu de patience. Bien que l'eau et plusieurs solutés traversent la membrane cellulaire entre les compartiments extra- et intracellulaires, celle-ci est beaucoup plus perméable à l'eau qu'aux solutés. Elle est même imperméable à plusieurs d'entre eux, et les forces osmotiques créées par les solutés qui ne traversent pas les membranes vont donc gouverner le déplacement de l'eau d'un compartiment à l'autre. En ce qui concerne le liquide extracellulaire, les solutés non diffusibles sont principalement le sodium et ses anions associés, et pour le liquide intracellulaire, il s'agit du potassium et de ses anions associés. La forte perméabilité des membranes à l'eau et son déplacement sous l'effet des gradients osmotiques fait que, à part les petites variations liées à l'équilibre de Gibbs-Donan, l'osmolarité est la même dans presque tous les liquides corporels et sa valeur est d'environ 300 milliosmoles par litre. Comme le plasma est en contact direct avec le milieu extérieur au niveau du tube digestif et des reins, il est possible de perdre ou de gagner de l'eau ou des solutés et de modifier ainsi la composition des liquides corporels. Le liquide extracellulaire est donc toujours le premier à subir des changements de volume et d'osmolarité, et ceux-ci vont ensuite se transmettre au liquide intracellulaire. Nous allons dans les prochaines diapositives examiner diverses situations qui affectent le volume ou l'osmolarité du liquide extracellulaire et regarder l'impact de ces modifications sur la distribution de l'eau entre les compartiments intra- et extracellulaires. Afin de simplifier les choses, nous allons dans ce cours laisser de côté le prototype classique de l'homme adulte de 70 kg pour utiliser les valeurs moyennes mesurées chez la femme de 60 kg, car ceci nous donne des chiffres ronds avec une proportion corporelle d'eau de 50%, soit 30 litres répartis en 10 litres de liquide extracellulaire et 20 litres de liquide intracellulaire.
À l'équilibre, l'osmolarité des compartiments est identique à environ 300 milliosmoles par litre et nous avons le même nombre d'osmoles par litre dans les liquides extra- et intracellulaires, soit 3000 et 6000 milliosmoles respectivement. Un gain de liquide isoosmotique, comme ici l'infusion ou l'ingestion de 3 litres d'une solution saline, va affecter uniquement le volume du liquide extracellulaire qui va augmenter de 3 litres sans changer celui du liquide intracellulaire qui restera stable à 20 litres. Comme l'apport de liquide est isoosmotique, il n'y aura pas de mouvement d'eau entre les compartiments et l'osmolarité de ceux-ci ne changera pas. Nous qualifierons cette situation d'expansion isoosmotique du compartiment extracellulaire. Le liquide en excès va se répartir dans tout le compartiment extracellulaire et se distribuera entre les compartiments plasmatiques et interstitiels proportionnellement à la dimension de chaque compartiment. Ainsi, comme le compartiment plasmatique représente le quart du liquide extracellulaire, il recevra le quart, soit 750 ml, des 3 litres infusés ou ingérés. Une perte de 3 litres de liquide isosmotique, comme lors d'une diarrhée sévère ou une hémorragie, a les effets inverses, c'est-à-dire une diminution du volume du liquide extracellulaire, toujours avec la proportion 1 quart, 3 quarts entre les compartiments plasmatiques et interstitiels, sans changement du volume du liquide intracellulaire ni de l'osmolarité des différents compartiments. Il n'y a toujours pas de mouvement osmotique d'eau entre les compartiments. Nous sommes ici dans une situation de contraction iso-osmotique du compartiment extracellulaire. Un gain de 3 litres d'eau pure dans le compartiment extracellulaire, comme lors de l'ingestion de quantités importantes d'eau, va augmenter le volume du liquide extracellulaire, mais également diminuer son osmolarité. Ceci va entraîner un mouvement d'eau vers le compartiment intracellulaire selon le gradient osmotique instauré. À l'équilibre, l'eau en excès sera répartie dans les deux compartiments extra- et intracellulaires proportionnellement à la taille de chaque compartiment. Comme le compartiment intracellulaire contient 2 fois plus d'osmoles que le compartiment extracellulaire, son volume augmentera de 2 litres et celui du compartiment extracellulaire d'1 litre. Dans les deux compartiments, l'osmolarité sera diminuée par le surplus d'eau et on parlera alors d'expansion hypoosmotique. Finalement, une perte de 3 litres d'eau pure par le compartiment extracellulaire, par exemple dans le syndrome de diabète insipide, où nous perdons de grandes quantités d'eau dans les urines, se traduira par une diminution du volume et une augmentation de l'osmolarité du liquide extracellulaire. L'eau du compartiment intracellulaire se déplacera alors vers le compartiment extracellulaire selon le gradient de concentration. À l'équilibre, la perte d'eau se fera dans les deux compartiments, et ce proportionnellement à leur taille initiale. Le compartiment intracellulaire perdra les 2 tiers de son eau, soit 2 litres, et le compartiment extracellulaire 1 litre. Dans les deux compartiments, l'osmolarité sera augmentée par la perte d'eau et on parlera alors de contraction hyperosmotique. Les exemples que nous venons de voir nous montrent que tout changement aigu de l'osmolarité et donc de la tonicité du liquide extracellulaire va entraîner des mouvements d'eau dans ou hors des cellules et modifier leur volume. Une baisse de l'osmolarité extracellulaire déplace l'eau à l'intérieur des cellules. Comme nous l'avons vu au début du cours, les effets les plus néfastes sont observés au niveau cérébral, car le gonflement des neurones augmente la pression intracrânienne avec des conséquences qui peuvent, selon la sévérité du déséquilibre, engendrer des maux de tête, des convulsions, de la confusion et un coma. À l'inverse, une hausse de l'osmolarité et donc de la tonicité du liquide extracellulaire fait sortir l'eau des cellules qui rapetissent. Au niveau cérébral, ceci engendre une chute de la pression intracrânienne avec ici aussi un risque de convulsion, confusion et coma. Toutefois, en cas de changement chronique de l'osmolarité extracellulaire, ces effets disparaissent car les cellules s'adaptent et régulent leur volume en modifiant de diverses façons la composition du milieu intracellulaire. Nous allons maintenant regarder rapidement les échanges des solutés entre les liquides extra- et intracellulaires, et plus particulièrement ceux des cations.
En effet, les anions ne traversent pas facilement la membrane cellulaire puisqu'ils sont repoussés par les protéines anioniques intracellulaires qui, elles, ne sont pas diffusibles. En conditions physiologiques normales, la pompe sodium-potassium est le principal mécanisme responsable des échanges d'électrolytes entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. Elle participe à la création du potentiel membranaire et elle maintient le sodium à l'extérieur des cellules, ce qui garde constant le volume cellulaire. Nous pouvons également citer l'exemple de l'échange sodium-proton, qui joue aussi un rôle important dans le volume cellulaire, mais aussi dans le contrôle du pH extra- et intracellulaire. Certaines conditions liées à des déséquilibres ioniques vont entraîner des déplacements de cations de part et d'autre de la membrane cellulaire, toujours en échange avec d'autres cations pour préserver l'équilibre électrique des compartiments. Par exemple, une diminution importante de la kaliémie et donc de la concentration en potassium du liquide extracellulaire va induire une sortie de potassium des cellules en échange avec du sodium ou des protons. Ceci peut éventuellement avoir un impact sur la natrémie ou le pH sanguin. Lors d'une diminution du pH sanguin, comme celle rencontrée dans l'acidose métabolique, les protons en excès du liquide extracellulaire vont entrer dans les cellules, ce qui va provoquer une sortie de sodium ou de potassium. La sortie de sodium n'a pas d'impact important sur la natrémie, qui est déjà importante, mais par contre, la sortie de potassium peut élever significativement la kaliémie. A l'inverse, dans l'alcalose métabolique, les protons vont sortir des cellules, toujours en échange avec une entrée de sodium ou de potassium. Ici aussi, l'effet de l'entrée du sodium sera négligeable, puisqu'il sera expulsé par la pompe sodium-potassium. Par contre, l'entrée de potassium peut entraîner une hypokaliémie sévère. Nous allons maintenant aborder les échanges à l'intérieur du compartiment extracellulaire qui se produisent de part et d'autre de la paroi capillaire entre le plasma et le liquide interstitiel. La paroi capillaire est essentiellement formée d'une seule couche de cellules endothéliales. Les substances la traversent soit directement à travers les cellules endothéliales, soit en passant entre les cellules, et dans certains capillaires, comme par exemple ceux du glomérule rénal, par des ouvertures dans les cellules endothéliales appelées fenestrations. Les substances nutritives comme le glucose et les déchets métaboliques, de même que l'oxygène et le dioxyde de carbone, vont s'échanger principalement par diffusion. Les échanges de liquides ont un impact moins important. Ils servent surtout à équilibrer les volumes liquidiens des deux compartiments. Ils vont s'effectuer essentiellement par filtration, sous l'effet des différences de pression de part et d'autre de la paroi capillaire. Les deux pressions qui vont déterminer les échanges liquidiens sont la pression osmotique et la pression hydrostatique, qui est la force exercée par le liquide contre une paroi, ici le sang contre la paroi vasculaire. Ces pressions sont parfois appelées forces de Starling, du nom du physiologiste anglais qui les a décrites en premier. Sur cette figure, nous voyons comment sont déterminées la direction et la quantité des échanges entre les deux compartiments sous l'effet de ces forces de Starling. Une de ces forces est le gradient de pression hydrostatique. La pression hydrostatique capillaire est d'environ 35 mm de mercure du côté artériel et elle diminue à mesure que le sang avance dans le capillaire pour atteindre 17 mm de mercure à son extrémité veineuse. Quant à la pression hydrostatique du liquide interstitiel, elle est voisine de 0, car le liquide du compartiment interstitiel est drainé en permanence par les vaisseaux lymphatiques. Le gradient hydrostatique est donc égal à la pression hydrostatique capillaire. Il tend à pousser les liquides par filtration hors des capillaires, et sa valeur est plus importante du côté artériel que veineux du capillaire. L'autre force est le gradient de pression osmotique, exercé par les molécules non diffusibles comme les protéines. La pression osmotique exercée par les protéines plasmatiques est également appelée pression oncotique et sa valeur est d'environ 26 mm de mercure. Comme la membrane capillaire est imperméable aux protéines, le liquide interstitiel en contient peu et sa pression osmotique est faible, de l'ordre de 1 mm de mercure. Le gradient osmotique à travers la paroi capillaire est donc de 25 mm de mercure. Il attire les liquides dans les capillaires et contrairement au gradient hydrostatique, il ne varie pas d'une extrémité à l'autre du capillaire. La pression nette de filtration tient compte de toutes ces forces et si on la calcule, on voit que la pression hydrostatique domine à l'extrémité artérielle
avec une pression nette de filtration de 10 mm de mercure qui force les liquides à sortir du capillaire. À l'inverse, la pression osmotique domine à l'extrémité veineuse du capillaire avec une pression nette de filtration négative de moins 8 mm de mercure qui force les liquides à revenir dans la circulation sanguine. Les valeurs des deux pressions de filtration ne sont pas identiques et la quantité de liquide filtré du capillaire artériel vers le compartiment interstitiel dépasse légèrement celle qui est réabsorbée en sens inverse. Il en résulte une perte nette de liquide dans le liquide interstitiel d'environ 2 ml par minute et donc de presque 3 litres par jour. Ce liquide est récupéré par les capillaires lymphatiques et retourné au compartiment plasmatique par le conduit thoracique qui se déverse dans la circulation veineuse. À l'équilibre, le drainage lymphatique permet donc de maintenir inchangés les volumes des compartiments plasmatiques et interstitiels. Vous verrez plus en détail les caractéristiques de la circulation lymphatique lors des cours de physiologie cardiovasculaire. Comme nous l'avons vu lors de l'expansion et de la contraction du volume extracellulaire, les échanges continus entre les compartiments plasmatiques et interstitiels permettent de maintenir constant le volume plasmatique et donc le volume sanguin, malgré le gain ou la perte de liquide isotonique par le compartiment plasmatique. Cette fonction de tampon du compartiment interstitiel permet de prévenir une hausse ou une chute trop rapide du volume plasmatique et ainsi de maintenir une circulation sanguine normale. Les échanges d'eau et de soluté que nous venons de voir entre les différents compartiments liquidiens représentent l'équilibre interne de ces composés. L'équilibre externe, quant à lui, représente la différence entre l'entrée et l'excrétion d'une substance dans l'organisme. Le tube digestif est la principale voie d'entrée naturelle des substances, alors que plusieurs voies de sortie sont possibles, comme le tube digestif, les poumons, la peau et les reins. Toutefois, seuls les reins ont la possibilité de maintenir l'équilibre entre les entrées et les sorties, et donc de préserver la stabilité du milieu intérieur. Pour ceux d'entre vous qui ont envie de vérifier s'ils ont bien compris la dynamique des liquides corporels, voici un petit tableau à compléter. Il s'agit d'indiquer à l'aide des symboles que je vous propose les variations de l'osmolalité et du volume du liquide extracellulaire et du liquide intracellulaire dans les différentes situations proposées. Et voici les réponses. Maintenant que vous vous êtes bien familiarisé avec la composition et les aspects dynamiques des différents liquides corporels, nous allons pouvoir enfin aborder la physiologie rénale en tant que telle.